Bienvenue sur Astro Roche, je suis Julien Sercourt, chargé de communication CNRS sur les astéroïdes au laboratoire Lagrange à Nice. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche CNRS, également au laboratoire Lagrange. Nous enregistrons à l'Observatoire de la Côte d'Azur, membre de l'Université Côte d'Azur. Patrick, également scientifique de projet à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, est aussi l'auteur de 2 livres de vulgarisation chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Bonjour Dr Patrick Michel, nous voilà dans ce nouvel épisode d'Astro Roche où nous allons parler de la mission Hayabusa 2 Sharp. Comment se fait-il qu'il y ait une suite à cette mission ? Il y a eu un début, on en est déjà loin ? Alors effectivement, il faut d'abord célébrer ce succès qui est le survol de l'astéroïde Torifune. Oui. Intervenu le 5 juillet dernier, 2026. Un astéroïde qui porte le nom d'un kami. Oui. Une divinité japonaise. Voilà, une divinité japonaise. Ça donne japonaise. un indice. C'est ça. Et d'ailleurs, le nom a été choisi après que l'astéroïde lui-même a été choisi. Il s'appelait, je crois, 2001 CC1 au départ. Alors en fait, comment on en est arrivé là ? Il faut rappeler que la sonde Hayabusa 2 est partie le 3 décembre 2014. Ça remonte ça dans l'espace. Ça fait 12 ans, presque 12 ans. C'est énorme comment une sonde peut vieillir aussi bien. Oui, voilà. Et surtout que justement, elle a d'abord rendu visite à l'astéroïde Ryugu. Et nous avons un podcast entièrement consacré à cette partie de la mission. Oui. Pour récolter 2 échantillons, ce qu'elle a fait en 2019. Oui. Et puis, elle est revenue vers la Terre pour apporter l'échantillon sur Terre en balançant sa capsule qui contient les échantillons dans l'atmosphère terrestre. Et si je me rappelle bien, les échantillons ont atterri dans le désert australien. Exactement, le 6 décembre 2020, en pleine pandémie, si on s'en rappelle. Et c'était un succès magnifique. Et en fait, dès le retour vers la Terre, donc elle est repartie de Ryugu en novembre 2019, eh bien, les Japonais ont commencé à s'interroger qu'est-ce qu'on fait ensuite, puisque contrairement à la première mission Hayabusa, dont la sonde avait été désintégrée dans l'atmosphère, rentrée dans l'atmosphère pour déployer la capsule, là, l'idée, c'était de laisser la sonde dans l'espace et seule la capsule traversait l'atmosphère. Du coup, la sonde restait en vie. Donc, elle a eu une extension de contrat. Voilà, en gros, c'est ça. Justement, l'idée, c'était est-ce qu'on peut avoir un nouveau contrat ? Ah oui. Parce qu'il faut de l'argent. Les opérations, c'est rien n'est gratuit. Sûr. Donc du coup, les Japonais ont commencé à s'interroger qu'est-ce qu'on peut faire après et qu'est-ce qu'on peut proposer à la JAXA. Parce qu'il fallait que la JAXA et le gouvernement japonais valident, bien sûr. Bien sûr, tout est validé. C'est une question de pognon. Oui, toujours. Pas uniquement scientifique. Et donc, l'idée, c'était de voir que peut faire la sonde. Alors, il y a des contraintes de mécanique céleste. On ne fait pas ce qu'on veut dans l'espace. Non. Donc, est-ce qu'on peut aller survoler un autre corps ? Est-ce qu'on peut faire un autre rendez-vous ? D'accord. Voilà, il y avait plusieurs options. Donc des calculs ont été faits. Des choix ont été faits et est venue l'idée que peut-être, puisque la mission Hayabusa 2 était purement scientifique, on allait voir un astéroïde carboné Ryugu pour répondre à la question est-ce qu'ils ont contribué à l'émergence de la vie sur Terre ? On a déjà eu un début de réponse. Réponse, exactement. Et bien là, cette fois-ci, c'était de se dire est-ce qu'on ne peut pas justifier cette extension par une application à la défense planétaire ? Ah oui. Voilà, donc on s'interrogeait, les seuls objets accessibles étaient des astéroïdes géocroiseurs, donc qui croisent la trajectoire de la Terre. Après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter à cette mission un objectif de défense planétaire, ce qui rajouterait quelque chose de nouveau ? Et donc, il y avait plusieurs scénarios possibles, mais pour le faire court, eh bien, ce qui a été décidé, c'est de faire un survol en 2026, donc d'un astéroïde dont initialement la taille était de 700 mètres. De diamètre, d'après les observations depuis la Terre. Vous savez qu'on l'a vu avec les missions précédentes. Un beau diamètre. Finalement, depuis la Terre, on a peu de données quand on veut vraiment être précis. Oui. Évidemment, les observations depuis la Terre ont une grande valeur, notamment pour faire des statistiques, mais il y a quand même des choses qui nous échappent. Et en particulier, là, on voit le diamètre était de 700 mètres a priori. Et l'idée, c'était de passer au départ à 100 km de distance pour faire un survol. Peu, ça, 100 km. C'est énorme, en fait, par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est très peu par rapport à d'autres survols qui ont été faits, qui étaient parfois de 500 km de distance. Mais on va voir qu'ils ont fait encore mieux que ça. Je lâche pas la surprise encore. Et l'idée après, en fait, c'est de faire un rendez-vous en 2031 avec un objet qui s'appelle 1998 KY26, dont la taille initiale était de 30 mètres, ce qui est déjà très peu, et qui tournait en 10 minutes sur lui-même, ce qui est encore plus peu.
D'accord. Voilà, Ça, c'est toutes les le 10 futur. minutes. Voilà, 2031, 10 minutes. Et là, c'est un rendez-vous. 10 minutes, ça veut dire que tous les 5 minutes, il y a un lever et un coucher de soleil. Ah oui, c'est Donc, énorme. Ça. voilà, c'est un truc de fou. Et c'est à peu près la taille de l'objet, allez, on est dans l'ordre de grandeur de l'objet qui a explosé au-dessus de la Tunguska en Sibérie le 30 juin 1908. Et oui, voilà, donc c'est toujours un objectif de défense planétaire, Voilà. en somme. Et en fait, eh bien, lorsque tout cela a été approuvé par la JAXA, parce qu'il a fallu un peu de temps, eh bien, on s'est rendu compte que l'astéroïde Torifune, qui a donc pris le nom de Torifune, je crois qu'il y avait une compétition, un appel au public pour ça, eh bien, a subi une diète parce que sa taille a été réduite à 450 mètres. Ah oui, ça c'est. Voilà, donc on est passé de 700 à 450 mètres. Alors, ce qui posait un nouveau challenge pour la navigation. Oui. Et sachant que, et c'est ça quand même qui est extraordinaire, c'est que cette mission n'était pas conçue pour faire des survols. Ah oui. Un rendez-vous, un survol, c'est pas pareil, parce qu'un survol nécessite normalement une caméra télescopique qui peut voir de très loin l'objet arriver. Là, la caméra télescopique qu'il y a sur Hayabusa 2 n'est pas faite pour voir de très loin un objet. Oui, c'était fait pour voir les échantillons au moment où on les prenait, c'est ça? Voilà, ou même pour faire des opérations à proximité. Donc là, il y avait déjà le challenge de se dire, voilà, on va faire un survol avec une sonde dont les instruments ne sont pas vraiment faits pour ça. Et comme en plus, la sonde ne peut pas tourner pour garder l'objet dans son champ. Ah oui, la caméra de la sonde exactement, ne peut pas tourner. Oui. Eh bien, il fallait, et la sonde elle-même, eh bien, il fallait faire un survol à une distance suffisamment faible pour qu'on ait suffisamment longtemps l'objet dans le champ de vue. Oui. Sinon, on passe à côté, on le voit très peu. C'est vrai, plus on est près, mieux ça se passe. Exactement. Et ben, du coup, les Japonais ont décidé d'abord de se mettre à 10 km, puis finalement à 1 km. Wow. Et au final, ils ont même choisi, avant bien sûr, de passer à 800 mètres de distance. 800 mètres. Voilà, du centre de l'objet. Sachant que, même si on savait que le diamètre moyen de l'objet était de 450 mètres, on ne savait pas quelle est sa forme. Et il se pouvait que le grand axe soit plus long et que du coup, on rentre dedans. Donc il y avait un côté, un petit suspense. Et là, l'objectif de défense planétaire, c'était effectivement de savoir est-ce qu'on est capable de guider avec précision, en termes de navigation, une sonde qui n'est pas faite pour faire un survol, parce que du coup, on pourrait utiliser cette même technique pour un impacteur cinétique, si on voulait taper dedans. Et oui, donc ils ont ouvert leur code de la route spatiale, c'est ça? Voilà. Si on s'est passé à 800 mètres, on s'est aussi rentré dedans. Et oui. Donc voilà, donc c'était un test lié à la défense planétaire. Et donc le 5 juillet 2026, eh bien effectivement, à 5,1 km par seconde, la sonde est passée à proximité de Torifune, à 800 mètres de distance. Et alors la chose extraordinaire, c'est que 4 instruments ont pu prendre des données, dont certains n'avaient que quelques secondes pour le faire. Donc par exemple, là, le LIDAR, le laser altimètre, qui a tapé 2 fois sur l'astéroïde. On a l'imageur dans l'infrarouge thermique qui a fourni des données. Un vrai défi. Voilà. On a l'imageur spectral aussi dans l'infrarouge qui a donné des données. Et on a bien sûr la caméra. Et du coup, on a quelques images. Alors évidemment, ce n'est pas des images comme pendant un rendez-vous. Chaque fois, on change de distance puisqu'on passe à 5 km par seconde. Bien sûr. Mais ces images nous ont révélé que Torifune est un binaire en contact, c'est-à-dire constitué de 2 lobes rocheux qui se sont réagrégés lorsque le corps parent de Torifune s'est détruit et a donné naissance à Torifune lui-même, puisque ces objets-là sont toujours issus d'un corps plus gros dans la ceinture des astéroïdes. Et on a montré que quand un corps est détruit dans la ceinture, il crée des agrégats produits par les fragments de ce corps qui se réagglomèrent. Et là, on a un corps en binaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ressemble fortement à Itokawa, qui était le premier astéroïde qui a été l'objet d'un rendez-vous avec la sonde Hayabusa. Première du nom. Première en 2005. Oui. Et donc, 21 ans plus tard, Hayabusa 2 Sharp. Alors pourquoi Sharp? Parce que c'est la mission étendue. Sharp, c'est Small Hazardous Asteroid Reconnaissance Probe. Oui. Donc, sonde de reconnaissance d'un astéroïde potentiellement dangereux. Et ça, c'est vraiment pour le 1998 4Y26. Et cette fois-ci, 21 ans après, on retrouve un objet qui a les mêmes caractéristiques que Itokawa, à savoir un binaire en contact. Alors ça, c'est les caractéristiques globales. Parce que les données qu'on a, et on va d'ailleurs les interpréter, je me rends à Tokyo avec l'équipe pour analyser ces données. Oui, parce qu'au-delà de l'image, les données sont très importantes. Voilà, les données sont très importantes et on voit des caractéristiques géologiques qui diffèrent un peu de celles d'Itokawa. Bon, c'est encore un peu tôt pour en parler. Mais il y a quand même quelques différences. Mais c'est vrai que ça nous montre que cette caractéristique de binarité, on la retrouve dans quand même pas mal d'objets. Parce qu'on l'a vu avec Itokawa,
qui faisait à peu près 540 mètres de long, 320 mètres de diamètre moyen, même type spectral que Torifune. On l'a vu avec Donald Johansson, qui est l'astéroïde survolé par la sonde. Et sa lune. La sonde Lucy. Non, ça c'était Dinky Nash. Ah, Dinky Nash, la lune de Dinky Nash. Oui, ça c'était un binaire séparé. Mais on a Donald Johansson qui était un binaire en contact. On a aussi Aracot qui est un objet de la ceinture de Kuiper qui a été survolé par la sonde New Horizons. Donc on commence à voir pas mal de binaires. Et donc la famille s'agrandit. Et en tout cas, pour ceux qui sont de type astéroïde, en particulier les géocroiseurs, leur formation est vraiment due à cette naissance d'un corps plus gros dont les fragments se réagglomèrent et forment, on imagine, 2 globes rocheux revenir doucement l'un à côté de l'autre. Et ça forme un astéroïde binaire. Est-ce qu'il y a une similarité avec la comète Chury ? Alors voilà, par exemple, la comète Chury, on est dans un autre régime, on est au-delà de Neptune. Alors certains pensent que c'est un corps primordial, c'est-à-dire que ce sont 2 lobes rocheux primordiaux dans les phases précoces du système solaire qui se sont réagglomérés à faible distance, à faible vitesse pour former Chury. Nous, on a montré dans un papier publié dans Nature Astronomy en 2018 que c'était peut-être le même processus, à savoir une comète plus grosse qui a été détruite et dont 2 lobes se sont réagglomérés pour former Chury. Donc, on a plusieurs possibilités. Ça dépend d'où on est dans le système solaire. Il y a plusieurs scénarios possibles. Mais voilà, donc c'est un simple survol qui a été parfaitement réussi. Et c'était un vrai défi de le faire. Eh bien, a été aussi source de nouveautés scientifiques et surtout d'expériences nouvelles en termes d'opération avec une sonde pas faite pour ça. Et donc, l'issue après, c'est d'aller voir 1998 Y26. Le seul problème, c'est que cette sonde, comme on l'a dit, a déjà 12 ans de voyage avec en plus des allers-retours vers la Terre et elle ne repose plus que sur un moteur ionique, un moteur électrique. 12 ans, c'est un peu comme pour les chiens, il faut multiplier par 7 dans l'espace. Voilà, c'est ça. Et du coup, multiplié par 7, ça fait quand même une sonde qui est très âgée. Et ce moteur ionique, il est malheureusement probable qu'il ne puisse survivre jusqu'à 2031 et ça sera vérifié l'année prochaine. Donc, il y a plusieurs options où on ne peut pas vivre jusqu'à 2031. Moi, j'espère quand même parce qu'il faut dire que 1998 Y26, lui aussi, a subi une diète puisqu'il est passé de 30 mètres de diamètre à 11 mètres. Wow, ouais. Et il tourne sur lui-même en 5 minutes au lieu de 10 minutes. Donc, ça serait assez génial d'aller voir un corps qui est à peu près la taille de celui qui a explosé au-dessus de la ville de Chelyabinsk en Russie le 15 février 2013. Et donc, encore une fois, lié à la distance planétaire, à quoi ressemble un corps comme ça dans l'espace, ça sera très intéressant. Donc, on verra. En attendant, déjà, les Chinois, avec leur sonde Tianwen-2, nous ont renvoyé aussi début juillet les premières images d'un objet à peine plus gros que celui visé par les Japonais, puisque cet objet Kamoa-Alewa, merci, eh bien, fait à peu près une vingtaine de mètres de diamètre. Oui, très peu. Voilà, et on a eu des premières images, alors elles sont pas très bien résolues et surtout elles sont un peu surexposées parce que le soleil était derrière la sonde lorsque l'astéroïde a été imagé. Oui, ce qui explique la faible qualité, entre guillemets, voilà, et l'absence de relief. Public. Alors j'ai vu des images sur Internet qui montrent quelques reliefs qui ont été un peu travaillés. Mais en fait, cette sonde vient d'arriver et elle va rester jusqu'à novembre 2027. Il s'agit d'un rendez-vous et non d'un passage à proximité. Et d'un retour d'échantillons. Exactement, oui, aussi. Ils sont absolument incroyables. Ils veulent échantillonner 2 fois avec 2 techniques différentes. Ah oui, 2 techniques différentes. Ou alors peut-être que les 2 techniques sont faites pour que s'il y en a une qui n'est pas adaptée, l'autre l'est. Et notamment, l'une d'entre elles, c'est d'atterrir et de s'ancrer pour récolter un échantillon. Alors là, je sais pas comment on fait. Un vrai couteau suisse pour une sonde chinoise. Exactement. Et je sais pas comment. Oui, c'est ça. Et je sais pas comment on fait pour atterrir sur un corps d'à peine 20 mètres de diamètre qui tourne sur lui-même en 28 minutes, parce que là, il n'y a pas de gravité, enfin très très peu. À part les pôles, évidemment. Voilà, mais l'axe de rotation, apparemment, c'est un objet qui tourne sur 2 axes. Aïe, non, mais c'est génial, c'est génial. Parce que moi, plus c'est compliqué, plus je suis content, parce que s'ils réussissent, qu'est-ce qu'on va apprendre ? Et puis s'ils réussissent pas, ils auront eu un défi tellement énorme que de toute façon, on apprend. Donc ça sera l'objet d'un autre podcast. On parlera plus amplement de cette mission. Il faut peut-être attendre de voir ce qui va se passer. Attendre d'avoir plus d'informations en provenance de l'Agence spatiale chinoise. Voilà, et pour l'instant, je pense qu'il faut célébrer ce succès magnifique du survol de Torifune pour une sonde de 12 ans d'âge qui n'était pas prévue pour ça et qui nous ramène des images quand même assez impressionnantes. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Patrick Michel, docteur Patrick Michel. Et on se retrouve donc très rapidement pour parler de la mission Tianwen 2.